Bienvenue dans Corps en Mouvement, le podcast qui parle du lien entre danse, bien-être et performance sur le long terme. Corps en Mouvement, ce sont des conversations authentiques et inspirantes de danseurs de bachata, de West Coast Swing et d'autres danses duo et aussi solo qui partageront au micro leur parcours, leurs défis et leur routine bien-être. Mais il y aura aussi des spécialistes du mouvement qui interviendront ici, comme des préparateurs physiques, des ostéos, des coachs mentaux, et qui raconteront comment ils accompagnent le danseur tout au long de sa carrière. Je suis Elisa May, danseuse, professeure de bachata et instructrice pilates certifiée. Ma mission, aider les danseurs à progresser et à s'épanouir dans leur art grâce à des sessions de pilates spécialement conçues pour eux. Alors que tu sois amoureux de danse ou simplement curieux, ce podcast est une invitation à explorer, à réfléchir et s'inspirer. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en le likant et en le partageant à une personne qui aimerait le découvrir. Bonne écoute et bienvenue dans Corps en Mouvement. Aujourd'hui, j'accueille Charlotte au parcours inspirant. GRS dès 5 ans, elle baigne dans les compétitions pendant son enfance avant de se plonger dans les danses académiques, le jazz, le contemporain, le classique, et ensuite elle vient explorer le street jazz et le heels qui deviennent ses spécialités. Elle pensait que travailler dans la danse était inaccessible. À 30 ans, devenue maman, elle décide pourtant de se lancer. Formation, diplôme, casting les mills, enseignement du heels. Charlotte aime explorer le corps sous tous ses angles, alliant l'expression artistique de la danse avec la rigueur et l'efficacité du fitness. En tant qu'instructrice fitness, elle se concentre sur le bien-être global en s'appuyant notamment sur les principes de la danse pour une approche fluide et harmonieuse. Aujourd'hui, elle nous parle de confiance en soi, de conscience corporelle, de bouger intelligemment, de bouger aussi pour libérer ses émotions, mieux respirer et se soigner par l'écoute de soi, de son corps. Elle évoque aussi le dépassement de soi et l'influence américaine qui booste son état d'esprit. C'est un épisode pour rappeler que l'on est capable de tout faire et qu'il n'est jamais trop tard pour oser. Belle écoute! Salut Charlotte! Salut Elisa May! Ça va la forme? Oui, très très bien, en pleine forme, merci. Ouais, pas trop le speed avec ton planning très chargé? Si, c'est la routine quotidienne chez moi, c'est d'être un peu dans le speed, un peu la course, mais au final j'aime bien, je m'y habitue et du coup ça se passe plutôt bien. Ouais, j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui aime être très organisé, très structuré, non? Ah mais on a besoin, a besoin. Si je suis pas organisée, structurée, si c'est pas vraiment un peu tout défini... Je prends trop de retard et puis c'est un peu compliqué, donc pour gérer et le métier et le quotidien et puis aussi ma vie de famille puisque je suis aussi maman, voilà, ça me demande quand même d'avoir une belle organisation et puis à force on prend un peu des habitudes et ça se passe bien. Totalement. Et puis de ce que j'ai remarqué, t'as un planning effectivement très chargé avec beaucoup d'heures de danse et beaucoup d'heures de fitness, on en reparlera. Mais effectivement, moi j'ai toujours été très impressionnée quand je voyais ton planning. Je pense que c'était en story à l'approche de la rentrée de septembre, où je voyais tous tes cours et aussi la diversité des cours que tu as. Et je me disais, mais waouh, comment elle fait en fait? Parce que moi je suis prof de bachata, donc une seule danse, et je suis prof de pilates, et c'est tout. Et toi j'ai l'impression que t'as plein de cordes à ton arc, et ça doit pas être simple. Tu t'en mêles pas trop les pinceaux? Eh bien, dans la gestion de tes cours? Honnêtement, je trouve pas, parce que on pourrait croire qu'il y a plein de cordes à mon arc, mais je trouve quand même que tous mes cours sont assez ciblés quand même sur une particularité. Moi, je suis vraiment plus dans la danse, l'univers qui vient de l'académique, du jazz, du contemporain, j'ai une base de classique, puis après j'ai rajouté un peu toute la structure d'urban qu'on vient rajouter dessus, donc mes spécialités sont le heels et le street jazz maintenant, donc je me suis vraiment spécialisée au niveau de ma danse, et après maintenant le fait d'être instructeur fitness aussi, je me suis vraiment spécialisée dans les cours, où je donne des cours beaucoup souplesse, pilates, renfo, médou, donc sans impact, etc. Donc bien sûr je fais aussi d'autres types de cours, mais j'ai réussi vraiment plutôt à me spécialiser dans ce qui me correspond. Voilà, donc et j'ai tourné mon planning autour de ces spécialités-là en fait. Ok. Mais pour autant, tu t'adresses à différentes cibles, non? Que ce soit en salle de sport ou en école de danse, t'auras pas du tout les mêmes personnes qui viennent à tes cours. Complètement. J'ai autant le matin, je vais avoir des personnes qui sont moyennes à la retraite, voilà, des personnes qui veulent se maintenir en forme, que entre midi et 2, je vais avoir des petites jeunes actives. J'ai autant même des cours de heels entre midi et 2 qui fonctionnent super bien en talons, carrément. Une super belle découverte celui-là.
de cours, c'était top. Et puis en fin de journée, bien sûr, les cours de danse, mais aussi des cours de renfo, de sport, de fitness. Voilà, donc ça... Et puis j'ai les cours enfants le Aussi, mercredi ouais. aussi, ouais, carrément. Et en semaine aussi. Voilà, non, c'est vrai que c'est assez divers et il y en a beaucoup. Il y en a pour tous les goûts. J'ai eu beaucoup de chance, je dirais, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai réussi à compléter mon planning très vite et très fort, puisque du coup, j'ai été vite à plus que 100%, on va dire. Donc il m'a fallu quand même aussi un temps d'adaptation, mine de rien, sur tous ces cours. Et oui, j'imagine. Si tu devais choisir qu'un seul style de danse ou un seul type de cours de fitness pour le restant de tes jours, ça serait quoi? Eh ben, je dirais le heels en danse. Je suis vraiment en train de m'apercevoir, c'est l'environnement où je me sens le plus à l'aise, où je me sens le mieux et qui me parle le plus. Donc je dirais le heels, mais qui peut se pratiquer avec ou sans talon. Mais c'est donc du coup la discipline derrière, la manière de danser, la manière d'approcher le mouvement. Ça j'adore. Et en fitness, je dirais la souplesse. C'est complètement ma spécialité, mais du coup c'est vraiment de la souplesse. On va travailler aussi dans le renforcement des muscles profonds pour aller chercher beaucoup plus loin dans l'exercice qu'on souhaite faire. Ok, très très bien. À Genève, il y a beaucoup de profs de heels, il me semble. Moi, je pratique pas le heels, oui, mais il me semble qu'il y a pas mal de profs. À Genève, ça se développe de plus en plus, complètement, et il y a des super profs d'ailleurs, à un beau niveau, qui est sur Genève, exactement. Moi, je ne travaille pas en Suisse, je suis uniquement sur la frontière, je suis autour de Genève, mais j'ai pas eu l'opportunité en fait d'aller jusqu'à vouloir traverser la Suisse. Bon, j'ai quand même travaillé une dizaine d'années sur Genève, donc je connais le secteur, mais j'étais pas dans la danse à ce moment-là. J'avais un autre métier. Et c'était un choix de ma part de rester côté frontalier. Parce qu'au final, il n'y en a pas tant que ça, des profs de danse. Donc ça veut dire, et il y a beaucoup de demandes. Bien sûr. Donc au final, tu dois avoir des cours bien remplis. Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Mon planning s'est rempli très vite et les cours sont pleins. Donc voilà, pour moi, j'y trouve complètement mon compte et c'est super chouette. Trop bien. Je te laisse un peu te présenter, revenir un peu sur ton parcours, sur les débuts dans le mouvement, parce que oui, le mouvement rythme beaucoup ta vie aujourd'hui. Comment ça s'est passé du début jusqu'à maintenant? Ok, donc j'ai commencé avec de la GRS et de la gymnastique rythmique à l'âge de 5-6 ans. Et en fait, j'ai un peu été repérée tout de suite. Je suis partie directement en compétition, donc dès toute petite. Et puis j'en ai fait jusqu'à mes 17-18 ans. Ok. Plus je grandissais, plus j'aspirais à être uniquement avec le mouvement, moins avec ce qu'on appelle les engins, donc les cerceaux, les ballons, les rubans. Et je suis partie dans la danse vers 17 ans. Je suis partie sur la danse, j'en ai fait à haut niveau, j'ai fait du jazz, du contemporain, du classique, vraiment les danses qui étaient académiques. J'étais dans une belle école, j'étais sur Grenoble. Et il y a un conservatoire à Grenoble? Oui, il y a aussi le conservatoire, mais je suis restée dans une école privée. Ouais, tout à fait. Et puis il me manquait quand même une partie physique, une partie sport qu'on a beaucoup dans la GR, puisque c'est de la gym quand même, donc on travaille le cardio, on travaille la muscu, le renfo, et ça me manquait un peu dans la danse. Donc du coup je me suis inscrite aussi au fitness en parallèle. Et je suis tombée aussi complètement amoureuse du fitness. Et j'ai découvert l'enseigne Les Mills à ce moment-là, donc j'avais à peu près 20 ans. Et donc du coup, j'étais à fond entre faire de la danse et faire du fitness. J'avais un rythme à cette époque où je travaillais en biologie dans les laboratoires pharmaceutiques. J'aimais beaucoup ce métier, je faisais de la recherche scientifique, c'était super intéressant, c'était très chouette. Je commençais assez tôt le matin, je finissais assez tôt, je finissais vers 16h. Et en fait, sur Grenoble, les trajets sont relativement faciles quand même sur ces horaires-là. Du coup, j'allais très vite au fitness et je faisais mes cours et ensuite j'allais à la danse et je rentrais chez moi, il était 22h et en fait je faisais 4 à 5 heures de sport du coup par jour et j'avais un peu comme deux vies. J'avais ma vie au travail en biologie et ma deuxième vie au sport et à la danse. Mais à ce moment-là, c'était vraiment en tant qu'amateur, enfin juste pour le plaisir. Complètement. Il y avait cette idée déjà de devenir professionnel dans cette sphère-là ou pas? Non, absolument pas. Je ne voulais pas même. Je ne voulais pas, on me poussait souvent à me dire fais de la compète, pourquoi tu fais pas des choses, ce genre de choses, mais c'était pas ce que je voulais. Moi je voulais complètement continuer de me perfectionner. Donc du coup j'ai fait des stages, j'ai fait beaucoup de stages à l'international, que ce soit en France, soit sinon je partais à l'étranger aussi, donc dans la danse. Mais voilà, j'avais vraiment pas du tout dans l'idée de changer de métier, puis surtout que j'aimais beaucoup mon métier dans la biologie, donc j'étais pas dans cette idée de
de changer pour le moment. Et je pensais que c'était difficile aussi de vivre de ce métier. Je le voyais comme compliqué, inaccessible. Un petit peu inaccessible. En tout cas, c'est un peu l'âge comment dire, la période dans laquelle j'ai grandi, où on nous dit qu'il faut passer un bac, peut-être même un BTS, un master, etc. Enfin voilà, continuer les études. Donc du coup, la danse, c'était vraiment pas dans le cursus classique. Et tu viens pas d'une famille d'artistes ou ce genre de choses? Mon père était musicien, mais il avait un métier quand même derrière plus classique. Tout à fait. Mais je pense que moi, j'ai toujours été dans l'âme artistique parce que j'ai fait de la danse et de la GR donc depuis petite, mais j'ai aussi fait un peu toutes les cordes artistiques. J'ai fait du dessin, j'ai fait de la peinture, de la poterie, du théâtre. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai fait de la musique aussi. Peut-être juste le chant que j'en ai pas fait. J'en ai peut-être fait une année. Mais voilà, j'ai touché un peu à toutes les cordes artistiques, ça m'a toujours intéressée, mais j'avais besoin de faire plus de sport que du côté artistique culturel, mais pas à me dire je vais en faire mon métier. Il y avait un besoin de se défouler, enfin c'était quoi les raisons qui t'amenaient justement à faire beaucoup de sport par jour? Le sport, à l'âge de 20 ans, oui, c'était vraiment, j'avais besoin de me défouler. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de me renforcer. J'aimais vraiment ce côté, j'étais devenue un peu addict au sport. Mais physiquement, je pense que j'ai toujours aimé le sport, mais du fait que j'étais petite dans la GR aussi, mon corps il est habitué à bouger et à faire du sport. Parce qu'en compétition, je faisais depuis l'âge de 5-6 ans, je faisais 6 heures par semaine. Voilà. Donc ça fait quand même, pour des petits, ça fait beaucoup. Voilà. Complètement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as eu ton métier donc, sur Grenoble aussi, c'était? Oui, sur Grenoble. Et quel déclic tu as eu pour justement faire plus de danse, faire plus de sport et devenir ensuite... Et switcher à tout ça. Et switcher, ouais. Ok. Alors en fait, entre la phase je fais plein de sport, je fais plein de danse et j'en fais mon métier, il y a eu une grosse pause. Il y a eu une phase où du coup je suis arrivée sur Genève, je vais avoir 22 ans. Et donc j'ai été prise dans un laboratoire pharmaceutique sur Genève. Super opportunité, j'étais très contente. Donc c'était un peu un crève-cœur quand même de devoir arrêter tous mes cours de danse là où j'étais. Je faisais beaucoup de spectacles, c'était super. Puis je me suis dit, allez, c'est pas grave, je vais continuer là-bas. Et créer une autre famille de danse ailleurs. Exactement, je me suis dit, allez, c'est pas grave, de toute manière, moi j'ai l'habitude de faire des stages, et puis c'est une belle opportunité pour ma carrière pro en biologie, je fonce. Sauf que, en fait, la réalité, c'est que mon métier dans la biologie faisait que je travaillais avec des horaires complètement atypiques et qui changeaient toutes les semaines, tout le temps. Donc en fait, j'avais pas le mardi, j'avais pas toujours les mêmes horaires, donc je pouvais pas m'inscrire à un cours de danse en régulier, c'était pas possible. Donc je me suis inscrite à du fitness, sauf que le rythme qu'on a sur Genève, il est tellement intense, et je me suis vite aperçue que j'arrivais plus à allier le côté loisir et le côté professionnel. Donc du coup, c'est un peu ce que beaucoup font, je trouve, quand on est dans la région, c'est qu'on fait que travailler. Voilà. Et ça, c'est un peu difficile, mais je m'en suis pas assez aperçue tout de suite. Donc j'ai arrêté, et je bossais. Donc voilà, je me suis dit, allez, c'est pas grave, je fais une pause dans la danse. Et ça me manquait quand même beaucoup, donc je suis partie aux États-Unis faire des stages. Je suis partie à New York, l'année d'après, je suis partie à Los Angeles. Quand tu pouvais poser un jour, exactement. tu partais. Quand je pouvais, je partais, exactement. J'allais quand même danser parce que c'était toujours au fond de moi. Mais c'était plus régulier, voilà. Mais j'avais pas encore conscience vraiment que j'avais besoin de ça pour être heureuse, pour être bien. Et j'avais conscience que plus les années passaient, plus il manquait quelque chose autour de moi. Il y a combien d'années qui se sont passées entre 2022, l'arrêt et la prise de conscience? 2022 jusqu'à... j'aurais dit bien 6 ans quand même. 6 ans, 7 ans, j'aurais dit. Ouais, exactement, c'est ça, à peu près. Donc il y a eu toute cette phase où j'ai quand même bien patienté, j'étais pas très très bien, et puis de plus en plus j'étais moins bien dans mon métier aussi. Je me retrouvais pas dans mes valeurs et je me perdais un petit peu dans tout ça. Donc du coup j'ai fini par arrêter mon activité. Je me suis dit je stoppe, je veux faire autre chose. Je savais pas du tout quoi. Vraiment, la danse ne faisait pas du tout partie du critère numéro 1, je savais pas quoi.
Mais en tout cas, je voulais plus faire ça. Et puis je suis tombée enceinte, j'ai eu ma petite fille. Donc ça m'a vraiment permis de me dire, ok, là pour moi c'est important de passer du temps avec elle. De te concentrer sur autre chose. De me concentrer sur autre chose. Et ce laps de temps que j'aurai va me permettre de me poser les bonnes questions et de me dire qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui. Du coup, je suis partie un peu dans plein de choses. J'ai fait des bilans de compétences, j'ai réfléchi à divers métiers. J'ai même voulu faire de la couture, je me suis mis à la couture, je me suis dit allez génial, je monte ce métier, puis au final je me suis aperçue que les coûts des matières premières sont trop élevés et que c'est difficile de vivre de ce métier. Et il manquait aussi le côté qui bouge. Ouais. Voilà. Et en fait j'ai repris la danse pendant mon congé maternité, puisque j'avais du temps, j'avais la possibilité, donc je me suis dit allez chouette, septembre je reprends la danse. Et là mon niveau il est revenu très très vite. Et on m'a un peu repérée et on m'a dit mais Charlotte t'es faite pour ça, pourquoi vu que là maintenant tu cherches quoi faire, pourquoi tu pars pas là-dedans? Et au début j'ai beaucoup hésité, je me suis dit je sais pas trop, j'ai vraiment... Ça t'avait pas effleuré l'esprit justement pendant ces bilans de compétences? J'avais vraiment l'impression que j'étais pas capable de pouvoir faire ça, que c'était vraiment compliqué, c'était difficile d'accès, que c'était Est-ce que t'avais en tête que c'était peut-être réservé à une élite qui sortait des très grandes écoles de danse? Je pense aussi. Il y avait un mindset qui était... J'avais le mindset de c'est pas accessible pour moi. Ouais, ok. Voilà, où je me donnais pas un peu la possibilité de T'avais pas d'exemple réaliser ça. Autour de moi, non, pas tellement. Okay. Autour de moi, pas tellement. Je trouve que c'est important, je me rends compte, en échangeant avec les danseurs, que souvent, quand t'as une inspiration ou un exemple qui te permet de te dire ah ok elle a fait ça, je peux aussi le faire à mon tour. Et tu es certainement aujourd'hui un exemple pour, justement aujourd'hui je trouve que c'est super important de prendre ça en compte, c'est que en fait je trouve qu'il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de situation non plus pour dire ok je veux faire ce métier. Je pense tous les métiers en réalité on est tous capables de tout faire et du coup c'est vrai que j'avais un peu des compétences qui pouvaient me permettre d'évoluer rapidement dans la danse par de mon passé de danseuse et puis de gymnaste. Donc du coup je me suis dit mais tiens pourquoi pas, quand on m'a proposé ça j'ai commencé à faire un peu des remplacements à droite à gauche, ça m'a plu et c'est surtout que je me suis dit mais j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. C'était facile. Ok, il y avait un truc où je me disais waouh ok très bien super, donc je prenais plaisir. Je me suis dit bon chouette. Et puis en fait j'ai été contactée par un Burger King. C'est marrant mais ça a commencé comme ça. J'ai été contactée par un Burger King de la région qui voulait faire un clip chorégraphique pour promouvoir son entreprise. Et j'ai dit ok super. T'avais vu l'annonce comment? C'est eux qui m'ont contactée. Ils ont vu en fait que ça y est je me lançais un peu en me disant je vais donner un petit peu des cours. Ils ont dû voir un peu sur des réseaux voilà, et ils m'ont contactée comme ça. Moi je les connaissais pas du tout. Et puis on a commencé l'aventure. On a fait un premier clip vidéo et j'ai dû monter mon auto-entreprise puisque j'avais besoin de générer une facture, etc. Donc je me suis dit ça y est je me mets réellement à mon compte. Et en fait suite à ça j'ai dit ok là maintenant pourquoi pas essayer, viens on regarde, je loue une salle, je fais quelque chose, je donne des cours, on teste. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc j'ai trouvé une salle qui ont accepté que je me mette dans leur planning et que j'ouvre des cours à mon compte, mais vraiment à mon compte. Donc c'est moi qui me débrouille de faire la communication, trouver les élèves, trouver les clients, mes tarifs, etc. Moi simplement je loue la salle et après je me débrouille. Et en fait je m'aperçois que ça fonctionne rapidement, très vite. Et puis je donne un cours qui était issu de la danse, que j'ai appelé posture et tonicité. Et il fonctionne super bien ce cours, et sauf que là je m'aperçois de quelque chose, c'est que je suis un peu à la limite entre le côté sport et le côté danse. Et là je me retrouve confrontée à il faut des diplômes en France. Exactement. Et ça c'est une question pour moi qui est hyper importante, et aussi pour une question de légitimité, tout ça. Donc là je me retrouve un peu à faire un choix, ou en tout cas à prendre des décisions, parce que je peux pas continuer comme ça. Je suis trop borderline sur le côté sport, mais même pour la danse j'avais besoin aussi de me spécialiser. Donc je me suis dit ok j'ai testé, ça a l'air de marcher, il y a l'air d'avoir de la demande, en plus ça me plaît. Je me suis dit ok faut que je me forme. J'aurais voulu faire mon diplôme d'état en danse, sauf que le diplôme d'état en danse il dure 3 ans plus l'année de AT, donc ça fait 4 ans plus le DE. Voilà, c'est long, en plus de ça il est cher également. Et en plus de ça t'aurais été un peu restreinte finalement, vu qu'aujourd'hui tu enseignes plusieurs styles de danse qui ne nécessitent pas de diplôme. Tout à fait, absolument. Mais voilà, donc j'ai commencé par regarder pour faire ça c'était vraiment ce que j'aurais souhaité vraiment faire. Sauf que j'avais 30 ans, une petite fille, et peut-être moins de temps.
le besoin de travailler parce que j'ai ma maison, je suis plus chez papa-maman, enfin voilà, franchement c'était trop compliqué à mettre en place, trop difficile, c'était loin, voilà, c'était vraiment trop de barrières pour ça. Je me suis dit ok, il faut que je trouve autre chose. Et en fait je m'aperçois dans le côté fitness, dans le côté sport, qu'il existe un diplôme qui s'appelle un CQP qui se fait en 6 mois. Le ALSAGE, t'as fait aussi? Et ben c'est pas celui-ci, c'est le CQP instructeur fitness. Ok. Ils ont changé les intitulés, il y en a un nouveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, oui, tout à fait. Il y en a un nouveau qui s'appelle CQP instructeur fitness. Et puis, donc je me suis dit, bah trop bien, je vais faire ça, c'est en 6 mois, je me donne toutes mes chances de mon côté, je me lance sur ce diplôme. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je suis partie sur Lyon et j'ai été formée avec les Smiths. Donc dans ma formation, j'ai eu des certifications les Smiths. Génial. Et j'ai eu la certification Pilates, que je voulais absolument faire aussi, puisque c'était vraiment le pourquoi je voulais faire aussi ce métier, enseigner le Pilates. Du coup, bah super, je fais ma formation, je m'aperçois que ça me plaît énormément, j'aurais même pas pensé que ça me plaisait autant, et du coup je me dis trop bien, je suis vraiment tombée là où il faut, et du coup je me fais repérer aussi par les Smiths. Voilà. Okay. On me glisse un peu à l'oreille en me disant Charlotte, continue, tu travailles, puis dans 1 an tu passes tes casting présenteurs. Qu'est-ce que c'est ça? Et ben je ne savais absolument pas ce que c'était à l'époque. Les casting présenteurs, ça nous permet en fait de passer des grades et d'être ambassadeur pour les Smiths, et on représente la marque en France. Voilà. Et la représenter dans des événements? Dans des événements, dans les cours au quotidien, etc. Et puis faire un peu tomber amoureux les gens du sport. Quoi. Voilà. Et c'est comme une licence, les C'est une licence, absolument. Comme la Zumba ou quoi, qui comme la Zumba, nécessite comme effectivement de l'avoir CrossFit, pour enseigner. Exactement. Et il y a plein de disciplines dedans, et donc moi je me suis spécialisée ce qu'on appelle le body balance, qui est principalement sur du yoga, du pilates, et puis la danse qui est le body jam. Voilà. Donc je me suis spécialisée dans ces deux disciplines-là, mais j'enseigne aussi plein d'autres disciplines des Smiths. Donc voilà, donc je suis partie dans le fitness, en parallèle de pouvoir donner des cours de danse. Et puis après, je me suis aussi faite à la demande, et je me suis aperçue que le Heels c'était énormément demandé. Et je me suis dit, il va falloir aussi se lancer. Et j'ai eu la chance, en fait, de remplacer une de mes profs. Et je l'ai remplacée, mais du coup, je l'ai remplacée toute l'année. Et donc, trop bien. Et donc, voilà, trop bien. Remplacement longue durée. Un remplacement longue durée, ouais, exactement. Le remplacement longue durée, et en fait, ça m'a énormément plu, j'ai adoré. Et je suis partie, du coup, en formation avec des profs à l'international. J'ai fait plusieurs formations intensives en Heels, parce que du coup bien sûr il n'existe pas de diplôme pour spécialement pour enseigner ces danses-là. Mais j'ai l'impression, alors je m'y connais vraiment pas assez dans le Heels, mais j'ai l'impression que beaucoup de grands danseurs créent leur propre formation en fait. Finalement. Oui, on peut tous donner des formations intensives en fait. Voilà. Après ce qu'il faut, c'est essayer de cibler le style et que puis tu aimes. Le bagage, je dirais, du professeur. Pour pouvoir récupérer le plus d'informations possible, et puis le côté aussi d'éducation, de pouvoir transmettre. Et c'est là où moi je suis très contente d'avoir fait en fin de compte mon CQP instructeur fitness, parce qu'on m'a appris la pédagogie. On m'a appris la pédagogie, à enseigner, à animer un cours, et aussi à s'adapter aux besoins. Et à s'adapter au public, aux différentes particularités des personnes. Et ça, je trouve que c'est hyper important, et en fait, ça me parle énormément. Et j'adore faire ça. J'adore m'adapter et être là pour tout le monde, que tout le monde puisse suivre un cours et profite. Voilà. Trop bien. Donc ça, c'est vraiment là où je regrette rien du tout, c'est d'être partie quand même dans le fitness. Ça m'a vraiment apporté. Ouais, et puis ça apporte aussi des bases anatomiques finalement. Même s'il y a certaines disciplines en danse où t'as pas besoin, comme on le disait, de diplôme, pour autant, on est quand même plus à l'aise lorsqu'on a des bases en anatomie, et comme tu le dis, en pédagogie, en animation de cours, etc. Absolument, et ça c'était super intéressant. J'adore l'anatomie, du fait que j'ai quand même un bagage dans la biologie. Totalement. Je suis super attirée en fait par le corps humain. D'ailleurs, quand j'étais jeune, c'est marrant, mais quand j'étais ado, qu'on me demandait ce que je voulais faire comme métier, j'aurais voulu faire ostéopathe. Mais voilà, c'était à l'époque, ostéopathe, c'était 6 ans d'études, la formation coûtait extrêmement cher, mes parents pouvaient pas du tout me payer ce type de formation, donc j'étais pas partie là-dedans. Mais en tout cas, ça a toujours été, le corps vraiment m'a toujours fascinée, m'a toujours plu. Donc je me retrouve vraiment dans tout ce que j'ai aimé en fait de quand j'étais jeune, quoi. Génial. J'aimerais bien revenir sur la GRS, parce que ton corps finalement, très tôt, il s'est construit avec l'exigence et le dépassement.
Qu'est-ce que ça représentait à cette époque-là? Est-ce que quand tu faisais de la gym, vu que tu as fait beaucoup de compétitions, est-ce que la notion de plaisir, elle était toujours là? Ou est-ce que tu parlerais même plus de discipline? Discipline. Ouais, à fond, ouais. Discipline. Discipline, car c'était très dur. Je me souviens qu'à chaque fois, chaque année, en plein milieu d'année, je rentrais des fois, je pleurais et je disais, je veux arrêter, c'est l'armée, c'est trop dur. Ouais. Et mais en fin de compte, en fait, on aime tellement ça, je pense, on est tellement fiers aussi de l'accomplissement. Et puis on rentre vraiment dans ce cadre de discipline. Donc du coup, j'aimais vraiment l'AGR, j'aimais vraiment ce côté artistique qu'on a dans le corps, le mouvement, le rapport avec la musique, aussi, mais c'est vrai que ça demandait beaucoup d'exigences. La compétition, on nous pousse vraiment, on nous pousse et on peut pas, on peut difficilement s'arrêter. Ce qui était dur en fait, c'est qu'on pouvait pas avoir d'absence, fallait un peu tout justifier, voilà, c'était un peu la deuxième maison, quoi. Tu t'autorisais quand même à, comment dire, j'ai l'impression dans les parcours comme ça, que ce soit en danse, en haut niveau ou même en gym, et encore plus en gym, on n'a pas le droit de dire j'ai mal. T'as pas le droit de dire je suis fatiguée, je ne vais pas à l'entraînement du jour, quoi. Non, on y va quand même. Oui, absolument. Oui, c'était vraiment, c'est ça, je disais, voilà, on a besoin de... il faut donner son planning d'école, etc. On peut pas trop se permettre, non, même malade, en fait, on y va tout le temps. Mais en fait, ça nous forgeait aussi, parce que moi, je me souviens, à l'école, je manquais jamais l'école, même si j'étais malade, j'allais tout le temps à l'école. Et je pense que ça vient aussi de ce côté très disciplinaire qu'a la compétition, par la gym, en fait. Alors en revanche, je le dénigre absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si j'ai réussi aujourd'hui et si j'en suis ici aujourd'hui, c'est que c'est grâce à ça. Mais moi j'aime bien dire que c'est un peu l'école de la vie. Tu vois, j'ai eu un parcours en haut niveau en danse classique, et j'ai toujours dit cette phrase à mes parents, à mon entourage, que c'est l'école de la vie. Ça t'apprend tout, la discipline, l'exigence envers toi-même, le dépassement de soi. Moi, j'ai un discours un peu plus nuancé que toi, où je me dis effectivement que ça m'a apporté beaucoup de choses, mais ça m'a apporté aussi des petits trucs négatifs où aujourd'hui, des fois, je suis trop exigeante envers moi-même que j'aimerais me lâcher la grappe, tu vois. Mais pour autant, c'est l'école de la vie. Je le comprends complètement. Et aujourd'hui, pourquoi je dis que j'en suis fière, c'est qu'en fait, grâce à la danse, de ce que je fais aujourd'hui, j'ai réussi à m'autoriser du lâcher prise, à être beaucoup plus souple sur les choses, parce que j'ai compris en fait que cette grosse discipline qu'on nous apprend en étant jeune, en gym, en danse, c'est super, mais il faut... Enfin, c'est dur de vivre comme ça constamment. C'est dur et c'est un peu trop l'armée, quoi. Et sauf qu'aujourd'hui, non, il faut vivre pour se faire plaisir aussi. C'est hyper important. Je pense qu'il faut être doux aussi avec soi-même. Il faut savoir s'écouter. Et le fait d'être trop disciplinaire, des fois, on oublie de s'écouter. Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est compliqué. Donc, j'ai trouvé cet équilibre-là, mais il m'a fallu quand même du temps. Il m'a fallu du temps. Et j'imagine, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, à savoir le nombre de cours que tu enseignes, la diversité aussi des cours que tu enseignes, même si tu disais que ça se rassemblait, que ça se ressemblait, je pense que tu as cette capacité de lâcher prise, de souplesse, pour te permettre certainement des jours où tu te dis, bon, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais je fais avec l'énergie du jour. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Parce que tu peux pas être à 100% tout le temps. C'est impossible. Le corps, il y a des jours, en plus nous les femmes, avec notre cycle, il y a des moments où on va être un petit peu plus fatigué, d'autres où au contraire on va être plein d'énergie. Mais certainement que tu arrives à accepter de dire ok, bon là c'est une journée peut-être un peu moins bien en termes d'humeur, mais je vais quand même réussir à donner les 7 heures de cours que j'ai à mon programme. Complètement, j'ai réussi à m'adapter en fonction. Il y a des jours où je suis fatiguée complètement, et pour autant l'énergie que j'ai en face, les personnes que j'ai en face, ça me booste, ça me donne de l'énergie. Et c'est vrai que du coup, j'ai l'impression d'être pleinement dans ce que je fais. Par contre, l'envers, c'est que derrière, quand ça se stoppe ou que je rentre chez moi, je suis KO. J'ai tout donné, quoi. Voilà, j'ai tout donné. Donc c'est pas je vais en cours en me disant je donne moins, c'est je vais en cours en me disant je m'adapte à mon état. Donc si par exemple je vois que mon corps il est fatigué, que j'ai pas bien dormi, que ma semaine elle a été compliquée parce que j'ai vraiment beaucoup de cours et que ça a été intense sur cette période-là, il y a certains cours où je vais réussir à m'adapter, où je vais moins faire. Par exemple les cours de fitness, je peux réussir maintenant à donner moins. Au début, c'était ça qui était difficile. C'est qu'au début, quand on connaît pas encore bien le métier, on fait tout le temps. Et là, on s'épuise. C'est impossible. Aujourd'hui, j'ai 23 heures de cours par semaine, donc 23 heures.
c'est impossible de faire 23 heures de sport à 100% comme quand on Bien va prendre sûr. son petit cours Bien sûr. voilà, classique. Donc heureusement maintenant j'arrive à me stabiliser, à mieux comprendre là où je peux donner, quand est-ce que je peux donner, et quelle soirée ou quel cours ou quel jour me fatigue plus. Et donc du coup j'arrive T'as à réussi mieux... à le déterminer, ça. Complètement, Ouais. complètement. Et d'ailleurs je change selon les années, quand je teste en fait selon les années, et j'ai des jours où je me dis ah ouais là c'est trop. Là j'ai fait une amplitude horaire qui est énorme, des fois je fais 12 heures, hein. Je fais 12 heures, je commence à 10 heures, je finis à 22, plus les temps de trajet, tout ça, et j'enchaîne aussi mes cours, donc j'ai pas de pause entre mes cours. Donc il y a des jours où vraiment c'est dur le lendemain, surtout le lendemain. Donc là maintenant je sais, et je sais comment m'adapter pour que mon corps il ait un temps de récupération, ma tête aussi, et pour que ce soit encore plus agréable. Et oui. Et justement par rapport à la récupération, toi ton hygiène de vie, comment tu la gères? Ok, très très bonne question. Au début j'ai eu beaucoup de mal puisque je me suis lancée, comme on disait, en fait j'ai eu cette chance de trouver du boulot à fond, rapidement. Et tout de suite beaucoup en fait. Mais du coup tu passais un peu du coq à l'âne finalement. Mais complètement. Donc mon le corps il est passé de je fais plus de sport à je vais reprendre un petit peu, à je passe en formation, donc formation c'était assez intensif, à mon planning est complet. Et donc les premiers mois j'avais vraiment des courbatures constantes dans le corps, tout le temps. J'étais fatiguée, je sentais que la récupération physique, elle était dure. Et là, je me disais, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas, parce qu'on peut pas faire ce métier en étant dans cet état tout le temps. Ça va être trop compliqué. Et puis même, je me disais, c'est pas une vie, quoi. C'est pas possible. Donc du coup, j'ai commencé à me renseigner sur la récupération sportive, pourquoi le corps réagit de telle manière. J'ai compris aussi à quel point le sommeil, c'était super important. Chose que quand on est un peu dans un cursus lambda, on dort parce qu'on sait qu'il faut dormir, mais on n'a pas non plus conscience que de bien dormir, c'était important. Donc, moi, j'ai appris à comprendre ce qui était important pour moi dans le sommeil. Donc vraiment, il y a des endroits où je sais, j'allais dormir à l'extérieur, je dormais pas bien, et en fait ça jouait beaucoup sur mes journées du lendemain. Et voilà, donc du coup dans mon environnement, c'est là où je suis le mieux et c'est là où je récupère le mieux. Donc déjà d'avoir compris ça aussi, ça me canalise un peu. Je sais que je vais pas aller me coucher à des heures complètement dérisoires, et pourtant pourtant je termine tard, donc moi je me couche quand même relativement tard par rapport à d'autres, mais voilà. Après je sais qu'il y a des jours où j'ai besoin de me réveiller peut-être peut-être une demi-heure plus tard si je le peux. Donc j'essaye d'organiser comme je peux. Mais bon, j'ai aussi ma fille, hein, donc moi ma semaine elle est coupée en deux avec le papa, parce que je suis toute seule maintenant à gérer mon enfant. Et on s'entend très bien avec le papa, donc tant mieux. Et pour ça, au moins du coup, voilà, j'arrive à m'organiser. Les matins où j'ai pas ma fille, j'essaye de bien récupérer pour dormir. Puis les matins où il y a école, il y a école, donc il faut se lever. Mais voilà, donc j'arrive quand même à gérer tout ça, mais ça m'a demandé du temps d'adaptation quand même. Et en plus du sommeil, on peut parler aussi de l'alimentation. Comment tu gères justement ton alimentation quand tu as des cours toute la soirée? Par exemple, si on parle du soir, comment tu vas gérer ton alimentation? Eh bien, si je prends une journée un peu typique, je me lève le matin, je déjeune, je prends du café le matin, je déjeune, mais pas beaucoup. Je déjeune pas énormément le matin, un petit peu. J'ai besoin quand même de remplir le ventre, mais voilà, c'est pas énorme. Ensuite, je vais remanger, mais en général, ce sera plutôt vers 14h, parce que je donne des cours entre midi et 2. Et t'auras pas faim jusqu'à 14h, ça va? Non, depuis le matin jusqu'à 14h, ça va, j'arrive à tenir. C'est vrai qu'il y a vers 11h, je commence à avoir un petit creux. Et des fois, je prends un petit paquet de gâteaux, voilà, rien de très très fantastique. Ça peut même des choses être un peu industrielles, mais j'évite. Parce que je m'aperçois que tous les paquets industriels sont pas très très bons en réalité dans ma récupération physique. Bien sûr. Donc du coup des fois j'évite, voilà, je gère un peu ça, mais des fois je prends une petite collation, voilà, s'il y a besoin. Ensuite voilà, du coup je vais manger mon repas du midi, et après en général je vais peut-être me reprendre une collation vers 16h, 16h30 quand je pars pour aller au travail, et après j'enchaîne par contre jusqu'à 22h. Et je mange entre 22 et 23 selon l'heure à laquelle je suis rentrée. Donc j'ai pas trop de repas entre les repas. Je veux dire, j'ai pas de collation vraiment entre les repas. Sauf que si vraiment je m'aperçois que j'ai faim ou j'ai besoin. Par contre, ça m'arrive selon les cours et selon les soirées.
je prends maintenant des checkers de protéines. Je les prends sous format soluble en fait, c'est comme de l'eau, parce que je peux pas prendre de la whey. Et ça me permet en fait de vraiment avoir de la récupération physique. Voilà, donc j'en prends absolument pas de manière régulière ou 3 fois par jour, comme par exemple ceux qui font de la salle et qui veulent prendre en masse musculaire ou tout ça. Toi, c'est pas forcément le but de prendre pas en masse du tout. musculaire. Moi, je veux surtout pas prendre en masse musculaire parce que déjà que je suis très sportive, donc j'ai mon corps qui se muscle très rapidement et qui s'assèche rapidement. Moi, je veux pas prendre du tout en masse musculaire. Sinon, dans la danse, je trouve que je suis beaucoup moins cohérente et ça me paralyse aussi dans mes dans mes mouvements, pardon. Ouais. Et tu la prends du coup dans le but de mieux récupérer, mais concrètement ça... Et puis ça me donne de l'énergie aussi. Ouais, ça me donne un petit peu d'énergie, ça me nourrit, donc en fait voilà, dedans il y a la protéine, il y a un peu du sucre aussi, donc des fois je prends ça. Selon les soirées, si je sais que j'ai 5 heures d'affilée, je vais prendre mon petit shaker de protéines et ça m'aide. Mais voilà, c'est pas quelque chose de régulier, donc je peux aussi faire sans problème. Et avec un planning chargé comme ça, est-ce que tu prends d'autres compléments justement pour peut-être éviter des carences? Complètement. Et c'est important aussi de prendre ça. J'ai fait des cures de magnésium, j'en fais pas tout le temps, mais du coup ça m'est arrivé de faire des cures de magnésium, des cures de zinc aussi. Tu les prends parce que tu sais que c'est important ou c'est parce que tu as été suivie par une naturopathe ou Non, j'ai pas été professionnel? suivie, en revanche je sais que c'est important et j'ai appris aussi à écouter mon corps. Et mon corps, des fois, il me parle et je sais ce dont il a besoin. Donc, du coup, ça, c'est aussi assez intéressant. Et le magnésium, c'était vraiment pour récupérer de la fatigue musculaire, ce genre de choses. Voilà. Le zinc aussi, ça aide pas mal. Mais ça reste vraiment des cures, donc c'est pas quelque chose de constant et de régulier. Voilà. Donc, j'ai pas de secret ou quelque chose que je prends, on va dire, constamment au quotidien. Par contre, je fais le lien entre les périodes pour lesquelles c'est plus intense. Quand c'est vraiment trop intense, je sais que je vais prendre plus de... Enfin, mes checkers de protéines. Si je vois que c'est les vacances scolaires, que j'ai beaucoup moins de cours, ou qu'on est en période de spectacle, donc moi je danse moins. Je chorégraphie, mais je danse moins, par exemple. Donc là, je sais que mon corps, il va être moins fatigué. Donc j'ai moins besoin de prendre tout ça. Voilà. Et je prends rien en excès, par contre. Voilà. Et tu parlais de l'écoute du corps. Comment tu développes justement cette écoute-là? Est-ce que tu penses que c'est aussi ton parcours en biologie qui t'a peut-être aidé? Parce que c'est une lecture quand même du corps qui est intéressante d'avoir fait de la biologie. Bon, elle est différente, mais il y a quand même des choses certainement qui peuvent t'aider. Enfin, comment t'as développé ton écoute? Tout à fait. Alors moi, j'étais vraiment plus dans la biologie, dans le médical, et moins dans la physiologie. Et quand on parle d'écoute du corps, c'est plus de la physiologie, je dirais. Et j'ai appris j'ai appris, on va dire, à écouter mon corps aussi avec le temps, en grandissant. Je trouve que c'est quand même plus difficile à 15-20 ans qu'à 30 ans. On apprend vraiment à se connaître, à se découvrir en tant qu'adulte, puis par rapport à notre environnement qui évolue et qui change, il y a un moment donné, on rentre dans une stabilité, et c'est là où il faut réussir à écouter un peu ces mots, MAUX. Et donc du coup, avec le fait de grandir, de devenir vraiment adulte, d'apprendre à connaître de plus en plus son corps, je me suis aperçue que des fois il y avait des douleurs ou il y avait peut-être des sensations qui revenaient et ça m'a intéressée en fait de me dire mais tiens, est-ce qu'il y aurait pas une signification aussi derrière ça? Donc peut-être des fois de regarder un peu les significations, ça peut nous donner des indications ou pas. Des fois ça parle ou ça parle pas et c'est ok. Et après il y a quand même eu quelque chose pour moi qui a changé, c'est à partir du moment où je suis devenue maman. La grossesse, ça m'a apporté énormément. Là, j'ai vraiment appris à connaître mon corps beaucoup plus. J'ai ressenti des choses. Tu dirais qu'il était plus sensible, plus réceptif? Complètement. Oui. Okay. Complètement. Plus sensible, plus réceptif. Il y a vraiment une certaine écoute. Et en fait, cette écoute, je me suis aperçue que je l'avais déjà avant. Mais j'avais pas spécialement conscience. Par exemple, j'ai toujours été intolérante au lactose. Et ça, je m'en suis aperçue mais tard, vraiment tard. Donc j'ai eu mal au ventre pendant longtemps. J'avais pas compris ce que c'était et puis c'est un peu avec le temps où je me suis dit ah bah tiens, en fait j'ai l'impression que c'est quand je mange tel aliment que ça me fait mal. Une fois je me souviens, je mangeais de la glace, j'étais pliée en deux, donc j'ai compris que c'était ça qui m'avait fait du mal. Puis bon bah je me suis dit ok, bah ça je suis intolérante, etc. Et en fait j'avais pas vraiment pris conscience, mais je savais quel aliment me faisait mal. Et j'avais un peu l'impression que c'était normal ça. Mais en fait non, ça déjà rien que ça, c'est une écoute de son corps. C'est de se dire qu'est-ce qu'on ressent. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah mais oui, en fait,
Ok, ça, je ressentais déjà ces sensations-là et mon corps me le disait. Je savais dire qu'est-ce qui m'a fait mal, qu'est-ce qui m'a provoqué telle sensation. Donc j'ai appris à développer un petit peu ça. Et après, donc voilà, comme je disais, le fait d'avoir été maman, la relation avec l'enfant aussi, je trouve que ça c'est assez incroyable, l'alchimie et la connexion qu'on peut avoir en fait entre êtres humains. Et pareil, ça m'a fait comprendre qu'on avait un lien, qu'il y avait quelque chose, qu'on pouvait le développer, le toucher, la sensation, le ressenti. J'ai aussi compris que des fois, selon avec les personnes qui nous entourent, et ben des fois ça joue sur nous. Et j'absorbe un peu les énergies aussi. Ouais. Et ça, pourtant, j'aurais pas dit qu'avant j'étais peut-être. On dit souvent qu'on est hypersensible quand on est sur cette zone-là. Moi, j'aurais pas du tout dit de base que j'étais quelqu'un d'hypersensible. Et pourtant, je pense qu'on l'est tous quand même un petit peu réceptifs à ce type d'énergie. Et là, aujourd'hui, je suis complètement capable de dire si des fois, il y a des environnements, où il y a des sujets, où il y a des choses qui vont se dégager de personnes autour de nous, et ben ça va nous affecter, en fait. Est-ce que tu penses, c'est vraiment une réflexion que je me fais en même temps que tu me parles, est-ce que tu crois que, vu que dans les cours de danse, on est amené à travailler avec l'humain, et que, moi je le sens de plus en plus dans mes cours, c'est pas comme si j'arrivais à décrypter dans mes élèves, mais je sens ce qui se passe. Mais je développe en fait cette sensibilité-là un peu grâce à eux, et du coup ça fait que, ensuite moi dans mon environnement personnel, je suis encore plus à l'écoute de mes sensations et de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Enfin c'est comme si, c'est grâce à mes élèves que j'arrivais à mieux me connaître. C'est trop bizarre comme phrase. Mais c'est complètement si ça. Si mes élèves me disent, m'écoutent. Et je pense que là où on a un lien dans les cours qu'on donne, c'est que autant dans la bachata ou le lady styling et moi par exemple dans le heels, on a quelque chose surtout pour le côté de la femme. On veut mettre la femme en avant, la féminité, la sensualité, prendre confiance en soi, savoir s'observer dans un miroir, savoir se regarder et s'aimer. Et ça c'est super difficile, même pour nous professeurs, faut pas croire. Donc voilà, tout ça, ça s'apprend en fait. Et je pense que des fois, de ressentir et de voir les réactions de nos élèves, qui eux découvrent, ou pour qui des fois c'est difficile, en fait on apprend à mieux se connaître, parce que des fois ça fait résonance aussi. Totalement, en soi. Effet miroir. On va se souvenir peut-être de nous il y a quelques années, quand on était aussi élève, il s'est passé telle et telle réaction, et du coup ça nous parle. Alors moi je sais que ça me permet vraiment d'accompagner ces personnes-là du mieux que je peux, et c'est chouette de voir cette évolution, et ça me permet aussi de mieux me comprendre, de mieux... Bon, ça va, je suis pas folle. Non, c'est complètement normal, et je trouve que c'est super passionnant et super intéressant, et ça fait partie des choses pour lesquelles j'adore ce métier en fait. Oui. Comment tu transmets justement, si on parle un peu plus de transmission, le rapport au corps, l'écoute de soi, la confiance en soi? Qu'est-ce que tu aimes transmettre dans tes cours? Déjà de se faire plaisir, d'accepter, de comprendre vraiment qu'au début, de faire un certain mouvement qui peut être un peu trop sensuel pour soi, un peu trop féminin, ou qui a dépassé sa propre limite, que ça ce soit normal, qu'au départ ce soit un peu perturbant. Un peu dérangeant. Un peu perturbant, on n'ose pas. Ok, mais ça c'est normal. Okay. Parce que c'est on nouveau. A capté que c'est nouveau, que c'est peut-être pas dans notre personnalité. Très bien. Mais ensuite, on est dans un cours de danse, donc on va se mettre dans le contexte de ok, je suis pas à l'extérieur, je suis avec des filles qui sont là pour ça, je suis avec une professeure qui nous encadre, on a le droit, on peut se permettre de faire ça à ce moment-là, donc c'est ok. Et moi, ce que j'adore, c'est quand on sort du cours et qu'en réalité, on a refait ce fameux mouvement qui au début était perturbant, et qu'en fait, on s'est fait plaisir à le faire. Oui. Et ça, pour moi, c'est une clé qui est énorme. Et c'est là où tu peux prendre confiance en toi et te dire, ok, j'ai levé mon petit levier, ma limite. Parce qu'en fait, les limites, on se les met à soi-même. Complètement. La manière dont on a été éduqué, son et environnement. Et puis la comparaison, malheureusement, on a évolué dans un monde où on se compare beaucoup. En tout cas, si je parle pour moi, Bien tu vois, sûr. dans ce parcours en danse classique, on ne faisait que de se comparer. Même si c'était pas malveillant, mais tu te compares à l'autre, en fait. Et tu te construis un peu aussi avec cette comparaison-là. Donc il faut savoir ensuite retrouver de la bienveillance envers soi-même. Et je trouve que les cours, comme tu dis, le heels, ou pour moi, tout ce qui est lady styling bachata, ça permet ça. Ça permet de retrouver de la bienveillance envers soi-même et de la confiance. Dans ce type de cours, il faut vraiment faire comprendre que les personnes qui sont autour, c'est des personnes aussi qui passent par ces étapes-là, qui passent aussi par ces émotions, et plus on s'encadre, plus on est ensemble à se redonner confiance, en fait, plus ça aide
Voilà, mais après, il faut être dans son bon niveau, pardon. Il faut vraiment être dans le bon niveau, parce que si on est dans un niveau complètement inter, avec des nanas qui ont complètement l'habitude de danser, de s'exposer, de faire certains types de mouvements, si on débute là-dedans, ben, c'est super difficile. C'est super difficile de sortir de cette zone de confort. Donc ça va demander, c'est pas impossible, loin de là, mais ça va demander une certaine capacité vraiment à dépasser sa limite. Donc du coup, c'est important aussi d'aller quand même dans les cours qui sont adaptés à son niveau pour mieux pouvoir s'exprimer. Voilà, ça c'est vraiment totalement, je suis clé, d'accord. Je te rejoins beaucoup sur ça. D'après toi, comment le mouvement justement on en a un peu discuté, mais comment le mouvement peut aider à prendre soin de sa santé mentale? On en parlait un peu en off de la santé mentale. Comment toi tu vois ce lien entre mouvement et santé mentale? Je trouve que c'est une très très bonne question. Il y a vraiment ce lien de libérer des émotions aussi par le mouvement. Moi je sais que le fait de bouger, il y a certaines émotions qui vont sortir ou pas, mais je vais libérer des choses qui j'aurais peut-être pas libérées en fait d'instinct dans mon quotidien. Et donc ça permet vraiment d'avoir une exploration aussi des sensations, de se sentir mieux au quotidien. Et puis moi dans la danse, je pense que beaucoup de danseurs en réalité ça fait ça, que ce soit professeur ou qu'on soit dans le loisir, on se met un peu dans sa bulle. C'est son moment pour soi. Complètement. On peut se laisser embarquer par la musique aussi. Et la musique, c'est une thérapie. La mélodie, moi je travaille énormément avec la musique. Les vibrations de la musique, les sensations, l'émotion que génère la mélodie, j'essaye de la transmettre par le corps. Et ça, j'adore. Et c'est vraiment sur ça, dans mes cours, sur lesquels la particularité sur laquelle je travaille. Et je trouve ça vraiment important. Donc voilà, ça donne vraiment une liberté aussi donc tu disais de santé mentale, et je pense vraiment qu'on peut se soigner par le mouvement. En bougeant. En bougeant, déjà le sport ça soigne des douleurs. Voilà, moi je l'ai vu aussi sur vraiment des personnes, si on reprend un peu le côté fitness, il y a des personnes qui ont commencé avec moi, qui était avec une épaule complètement décalée suite à un accident de voiture qu'elle avait eu il y a 10 ans. Je me souviens très bien d'une des élèves. Elle était complètement tordue au niveau de son dos. Et en fait, elle a fait 1 an de cours avec moi qui était du pilate, un mix de renfo pilate. Là aujourd'hui, elle est droite et elle m'a surtout dit, au-delà que physiquement ça se voit, elle m'a surtout dit, ça fait 8 ans que j'ai des migraines. Depuis que j'ai commencé tes cours, j'en ai plus une seule. Ok. Et là, je me suis dit, waouh, elle m'a dit, c'est miraculeux. Sport, Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont fait ces retours-là. Et c'est là où je me dis, le mouvement, d'apprendre à étirer sa colonne vertébrale, d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à mieux s'étirer, à mieux respirer aussi par le mouvement, ça soigne. Ça soigne beaucoup de choses. Complètement. Et puis aussi, si on parle un peu du stress, parce que oui, dans la région, les gens sont très stressés, je pense sincèrement que le mouvement ne leur apporte que du bien. Oui, on peut vraiment libérer des énergies, vraiment libérer un peu son stress. On se fait un peu une parenthèse. On se fait un peu une parenthèse, on s'autorise à faire son activité, sa danse, son sport. Ça peut même être le foot, ça peut être autre chose, peu importe. Bien sûr. Mais vraiment, ou même une activité artistique qui bouge pas forcément, mais ça c'est s'octroyer vraiment du temps pour soi. Déjà cette base là, je trouve que c'est hyper important pour le bien-être mental, et en plus de rajouter donc du mouvement à ça, mais ça rajoute du bien-être au physique. Et il y a beaucoup de métiers qui sont assez calmes quand même, et pour lesquels du coup les personnes elles ont besoin de bouger, de se défouler et de renforcer leur corps, parce qu'en fait ils se relâchent sinon au quotidien. Et au contraire, pour les personnes qui eux ont un métier qui est physique, parfois ils ont l'impression qu'ils sont trop fatigués, qu'ils vont pas pouvoir, sauf qu'en fait d'aller faire une activité sportive, d'aller bouger, ça va leur faire bouger autrement, et ils vont être mieux dans leur quotidien. Et dans leur métier de tous les jours qui leur demande du coup d'avoir une capacité physique assez forte. Mais il faut faire autre chose. Et il faut trouver l'activité aussi. C'est ça qui est pas évident pour certaines personnes peut-être. Mais c'est tester plein de choses pour comprendre, ok, c'est ça qui me correspond et qui correspond à mon train de vie, à ma profession, comme tu disais quand tu donnais les exemples des métiers qui peuvent être différents
d'un métier sédentaire à un métier plus actif. Et absolument. Et encore une fois, là, c'est apprendre à écouter son corps. Parce que selon le métier qu'on pratique, selon ce que ça nous demande comme effort physique, et ben on va pas pouvoir faire n'importe quelle activité derrière. Parce que des fois, ça va nous demander beaucoup trop d'efforts, ou au contraire, ça va pas être assez physique et que quelqu'un a besoin de beaucoup plus d'énergie et d'aller se dépenser et transpirer comme pas possible. Mais écouter ses ressentis, je pense de plus en plus qu'on a de la chance, nous, en étant dans le mouvement, d'avoir accès à cette sensibilité-là. Ouais, bien sûr. Plein de personnes n'ont pas conscience n'ont pas cette écoute d'eux-mêmes, et soit vont être dans l'excès, soit dans le rien du tout. Et ben tout à fait. Et ben ça c'est une très bonne remarque que tu viens de faire, parce que j'essaye dans mes cours, notamment mes cours souplesse, d'amener de la conscience. Eh ben exactement. Je travaille énormément sur la conscience corporelle, de prendre conscience, ok, là tout de suite, où est-ce que ça me tire, où est-ce que j'ai un blocage, où est-ce que j'en suis. Simplement, je parle souvent de faire des photos un peu dans sa tête, de comprendre, là par exemple, si je fais une extension d'un mouvement, où est-ce qu'est ma main, où est-ce qu'est mon pied, à quelle distance j'en suis de l'exercice. Et du coup, avec les semaines qui viennent, il y a vraiment cette évolution. Et après, le corps s'adapte énormément. Le corps, il s'adapte, mais il lui faut un petit temps d'adaptation. Il faut pas lui demander tout de suite. Ça, c'est pas possible. On va se blesser sinon. Il faut y aller progressivement, et il y a un moment donné où le corps, il va lâcher une certaine retenue, et on va beaucoup plus loin. Donc moi, je le dis souvent, parce qu'une fois, on m'a dit, ça peut être intéressant, une fois, on m'a dit « Oh, mais tu sais, passé 30 ans, la souplesse, il n'y a plus rien à faire, ça change pas. » Et moi, je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça, parce que j'ai appris, moi, aujourd'hui, à 30 ans, à m'assouplir encore et encore plus, parce qu'en fait j'apprends à le faire avec mon corps, avec mes sensations, j'y vais à une certaine progression, et surtout j'y vais avec la respiration. Il y a une méthodologie, et il faut d'abord chauffer les muscles, voilà, mais pas trop, il faut pouvoir les étirer d'une certaine manière, etc. Il y a un travail entre renforcement et assouplissement pour apprendre à mieux mobiliser son corps. Mais ça s'apprend, et à tout âge. Bien sûr. Et j'ai vraiment des personnes qui sont à la retraite, qui deviennent souples, qui s'améliorent, ou qui se renforcent, voilà, et ça c'est merveilleux de voir ça. Donc l'âge n'est pas un frein. Non, l'âge n'est pas un frein. Forcément, quelqu'un qui a 15 ans et quelqu'un qui a 40 ans, on n'a pas les mêmes cellules. Et c'est les limites sont différentes. Mais c'est tout à fait possible. Mais tu vois, tu parles de conscience corporelle, où est placé son bras, etc. Mais je pense sincèrement, pour être du milieu, et tu vas me dire ce que t'en penses, c'est le Pilate qui fait ça. Dans un cours, et je vais pas du tout critiquer les Mills, mais tu vois, dans les Mills, il y a toute la partie cardio, vite. Ouais. Moi, je suis pas fan de ça, parce que je trouve justement qu'elle amène très peu de conscience corporelle et très peu d'écoute de soi. C'est vrai que... Je pense que les personnes qui font ces types de cours devraient obligatoirement faire aussi des cours de Pilates, pour justement leur apprendre cette conscience. Après, bien sûr, toi qui enseignes aussi le Pilates, je pense que inconsciemment, tu dois dire des choses qui leur amènent à avoir de la conscience. Oui. Mais pas tous les profs, pas tous les instructeurs fitness l'ont. Et je pense sincèrement que le Pilates, moi j'encourage tout le monde, mes élèves en danse, j'ai même un format danse et Pilates, parce que je sais que le Pilate amène beaucoup de bienfaits, et notamment sur cette écoute de soi, sur la conscience corporelle. Ça change tout ensuite, ça change tout dans tes pratiques sportives que tu peux avoir à l'extérieur. C'est vrai que ça apporte vraiment une conscience, et puis apprendre à se connaître vraiment sur son corps, sur ses limites. Le Pilate, pour ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et moi, je l'amène beaucoup, je parle beaucoup de mes cours souplesse parce que c'est ma spécialité, mais j'amène beaucoup cette particularité-là dans mes cours, et j'essaye de le faire aussi dans les cours de danse, mais parce que je suis sensibilisée à ça. T'as raison. T'as raison. C'est inconscient. Je suis sensibilisée à ça, pour moi c'est quelque chose qui est super importante, et je vois aussi le progrès par ça. Et c'est vrai que dans certains cours, mais après il y a vraiment une grande différence entre un cours fitness, cours collectif, que ce soit les Smiths ou un cours ce qu'on appelle freestyle, donc autre discipline libre, et les cours de danse où on n'a pas du tout la même approche et la même structure. Dans un cours de freestyle où les gens ils ont besoin de cardio, ils ont besoin de courir, de se dépenser, de transpirer, ou alors ils ont besoin de renfo, et encore dans le renfo on apporte quand même la conscience. Dans les Smiths on nous forme beaucoup à ça aussi, on nous explique et on doit donner l'indication de qu'est-ce qu'on ressent. Voilà. Quand même, il y a aussi cette particularité, c'est ça que j'aime beaucoup dans les Smiths.
Mais voilà, ça, je pense que ça va vraiment dépendre du prof aussi. Oui, de sa sensibilité, de son parcours, de ce qu'il a fait avant. Enfin, il y a tout qui entre en jeu. Complètement. Et puis bon, après, il faut pas oublier que nous, par exemple, toutes les deux, je pense qu'on est des professeurs de pilates, on aime ça, on aime ce côté-là, on a le côté de la danse, mais il y a peut-être des personnes pour qui ça ne parle pas et à qui ça n'intéresse pas. Et donc, il faut aussi prendre ça en compte. Il y a des personnes pour qui c'est pas intéressant, ils cherchent pas ça, ils s'en fichent, ils veulent simplement transpirer, se renforcer, mais ils vont pas aller chercher vraiment le pourquoi du comment ou comment améliorer la chose. Ils ont pas besoin de ça. Peut-être parce que leur quotidien leur demande déjà trop d'exigences, leur métier, et que là aujourd'hui, ils veulent simplement libérer l'esprit. Se défouler. Voilà, exactement. Donc ça dépend vraiment de la typologie de la personne aussi. Complètement, je suis totalement d'accord. Si on reste toujours dans ce côté physique, toi les blessures, est-ce que tu en as déjà eu et comment tu les écoutes justement ? Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des blessures. J'ai jamais eu de grosses blessures qui m'ont handicapée pendant un bon moment, mais j'ai des petits bobos, on va dire, du quotidien. Et par exemple, je sais que j'ai déjà fait des déchirures musculaires ou des élongations plutôt, au niveau de l'adducteur, donc l'intérieur de ma jambe. Et ça, aujourd'hui, maintenant, ça va mieux. Par contre, je sais que j'ai une sensibilité. Donc le fait d'avoir une sensibilité, j'ai certains mouvements où je vais y aller vraiment progressivement, je sais que je suis à la limite de pouvoir me refaire mal parce que le corps a une mémoire. Le corps, il a une mémoire musculaire, il a une mémoire d'assouplissement, il a une mémoire aussi des blessures. Et chaque blessure peut se réveiller plus facilement si elle a déjà été là en fait, si elle a déjà un peu voilà, elle est déjà ancrée dans le corps. Donc justement, je rebondis sur le fait qu'il y a des blessures aussi spirituelles et émotionnelles et en fonction de son quotidien. Et des fois, j'ai des petites blessures qui vont arriver. Et tout de suite, j'essaye de comprendre, est-ce que ça peut avoir un lien avec ce que je suis en train de vivre aujourd'hui ? Et typiquement, ça m'est déjà arrivé de faire une espèce de mini entorse dans la cheville. Donc pas à un endroit où on a l'habitude, mais un autre ligament qu'on a à l'intérieur de la cheville. Et je l'ai fait sur un tour complètement classique en danse, c'est quelque chose que je fais tous les jours, tout le temps, et je ne sais pas pourquoi, ça a dû pincer un nerf, ça a fait quelque chose, bref, j'ai eu une douleur, et pendant plus d'une semaine, je pouvais plus poser le pied par terre, enfin ça a été très handicapant, et je me suis inquiétée, je me suis dit, mince, je me suis vraiment blessée, il va y avoir quelque chose, et en fait, j'ai complètement écouté mon corps à ce moment-là, en me disant ok, là j'ai vraiment des sensations douloureuses, je vais apprendre, je sais s'il faut mettre du froid, s'il faut mettre du chaud, je vais reposer mon pied, je ne force pas dessus, par contre je le mobilise, je le bouge, j'écoute la douleur, à partir du moment où ça fait mal, stop, c'est la limite. Quand ça fait pas trop mal, on peut bouger, et il faut bouger, parce que les articulations et le corps, il a besoin d'être en mouvement pour récupérer en réalité. Si on est complètement éteint, dès qu'on va refaire le mouvement, on va se recréer sa douleur. C'est ce que je disais tout à l'heure, le corps, il a la mémoire de la douleur. Et donc c'est là où il faut réapprendre à bouger, il faut réapprendre avec cette petite sensibilité. Et c'est là où j'aime bien mon métier d'avant, parce que là, moi, je visualise les cellules, je visualise ce qui se passe réellement un peu plus dans le corps, rien que les élongations, les déchirures, je vois réellement ce qui se passe un peu sur le muscle et comment après il se rétablit. Et c'est pour ça que je trouve que ça, c'est important de se dire ok, il faut pouvoir rebouger, parce que même avec ces petites blessures et ces cellules qui sont plus sensibles et tout ce qui s'est mis en place pour réparer la douleur, il faut réussir à bouger avec. Et forcément après des fois il y a des amplitudes qui sont moins grandes et il y a des choses qui vont rester et c'est ok. Il faut juste réapprendre à travailler correctement avec. Mais je pense que en fait ça me fait penser à quelque chose, parce que sauf erreur, j'avais cru voir une story il y a quelques semaines, mois, où tu t'étais tombée dans les escaliers. Je suis tombée dans les escaliers en janvier. Je t'avais même donné un contact d'ostéo, de fasciathérapeute. Oui. Mais pourquoi je dis ça, c'est parce que j'avais certainement envie de parler de ce sujet-là, c'est que le mouvement, c'est un peu la vie, dans le sens où si on ne fait pas de sport, notre corps sera trop réceptif en cas de grosse blessure. Et t'avais dit quelque chose du style, tu reprendras si je dis il faut, tu disais mais en fait je pense que j'ai de la chance parce que j'ai un corps musclé et ça m'a permis de pas avoir un énorme truc. Ah non, mais j'en suis convaincue. J'ai fait vraiment une très grosse chute dans les escaliers. En plus de ça, j'avais ma fille dans les bras qui fait 15 kilos.
Et donc ce poids, en fait, je l'ai récupéré sur moi. Et quand je suis tombée, tout son poids à elle m'a écrasée. Et j'ai complètement tapé les vertèbres dans les marches. Ça m'a fait extrêmement mal. Vraiment, j'ai eu très très mal. Et j'ai eu vraiment très peur de m'être fissurée des vertèbres. Là, j'ai eu vraiment très très peur. J'ai vraiment fait une mauvaise chute. Et en fait, heureusement, j'ai mis un peu de temps quand même à récupérer de ces douleurs. Mais vraiment, heureusement, je me suis rien cassé et rien fait de grave. Parce que les muscles ont protégé mais exactement. justement Et en fait, tous les corps de métier que je suis allée voir, que ce soit les spécialistes, les radiologues, les médecins, les en IRM, tous, ils m'ont tous dit c'est évident que votre corps il est musclé et qu'en tant que sportif aussi vous savez tomber. Et du coup j'ai tomber. Non mais c'est vrai, on apprend à la gym, hein, ça faut savoir aussi qu'à la GRS on nous apprend aussi aux chutes. Je me souviens de ça. Donc bon, après les chutes vont tellement vite que on dit ça, mais on sait jamais trop comment faire. Donc je sais pas réellement. Mais comme tu dis, le corps a une mais mémoire. Voilà, mon corps il a c'est protégé. En tout cas, même s'il y a eu un impact énorme sur mes vertèbres. J'ai une vertèbre qui a touché très très fort. Je pense que voilà, ça s'est protégé. Et surtout derrière, je suis restée en arrêt, donc je suis restée immobile pendant quelques jours. J'avais vraiment besoin de repos suite à cette chute. Sauf qu'en fait, je me suis aperçue que dès que je voulais sortir de mon canapé, c'était horriblement douloureux. Et je me disais, mais ok, donc là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en train de subir ma douleur et ma blessure. Et le repos n'est plus ce que j'ai besoin. Donc fallait absolument pas que je fasse trop d'efforts physiques et que je tire trop sur la corde, ça c'est sûr que non. Par contre il fallait que je rebouge, surtout pour le dos. Donc en fait j'ai repris certains de mes cours, j'ai refait des étirements très doux, j'ai eu des sensations d'étirement et de blocage que j'avais jamais eu. Parce que je suis naturellement, et puis du fait que je suis dans le sport depuis petite, je suis souple, j'ai mon dos qui est assez fort, etc. Et là, j'étais complètement bloquée sur certains mouvements, parce que mon corps s'est totalement rigidifié. Ah, il s'est figé. Il s'est figé. Et du coup, il y a des mouvements, j'arrivais plus. J'arrivais plus à les faire, c'était super difficile. Là où j'ai trouvé super intéressant, c'est que j'ai ressenti des choses que je pense que certains de mes clients ressentent au quotidien. Mais oui. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est peut-être un mal pour un bien, c'est que là, moi, je ressens des choses que je ne connaissais pas. Tu comprendras, enfin, tu seras mieux à même de diriger, de guider. Exactement. Donc je me suis dit, bon, allez, il faut toujours trouver. Moi, je trouve toujours du côté positif sur les choses, donc je me suis dit, allez, ça, je le prends en positif. Et sinon, voilà, je me suis dit, ok, peut-être que je vais mettre vraiment beaucoup de temps. Mais j'espère que ça va revenir à la normale. Et à partir du moment où j'ai su que je m'étais rien fissuré, j'ai passé les IRM, etc., on m'a dit, ok, là, il n'y a que la peau, il n'y a qu'en superficie où ça s'est vraiment abîmé, mais par contre, musculairement, au niveau tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout va bien. Et je me suis dit, ok, il va me falloir du temps pour récupérer, mais ça va être ok et ça va aller mieux. Et aujourd'hui, tout va bien. Voilà. Des fois, j'ai un petit pic de rappel dans le dos où je me dis, tiens, tu seras davantage à l'écoute de ton dos. Exactement. C'est un peu comme je disais, le corps a une mémoire, donc je pense que j'aurai toujours une certaine sensibilité sur cette vertèbre qui a cogné très fort, mais qui m'handicape pas aujourd'hui et j'ai mieux récupéré. On est sur la fin. J'aimerais te poser la question de quelle est ta définition d'un corps performant sur le long terme ? Très bonne question, ça, dis donc. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Alors, rédaction. Je sais pas si je vais vraiment avoir une phrase qui va réussir à déterminer cette définition. En tout cas, il y a vraiment ce lien entre l'état d'esprit et le corps. Pour moi, pour être performant dans le temps, il faut prendre en compte vraiment son environnement perso, dans quelle mesure on vit, pour pouvoir allier en fait son mouvement et apprendre à s'écouter. Voilà, c'est vraiment ça, je dirais, c'est trouver son équilibre, l'équilibre entre son mouvement et son état d'esprit. Des fois, l'état d'esprit, il n'est pas présent, il n'est pas là, on n'est pas bien, on a des périodes qui sont compliquées et le mouvement va nous permettre de libérer tout ça, va nous permettre de bouger, mais il peut aussi nous handicaper. Il peut aussi nous handicaper. Et donc, c'est essayer de trouver cet équilibre, je dirais, entre avoir un état d'esprit sain, pur, en fonction de soi, pour avoir son corps qui répond en fonction et tenir dans le temps.
Voilà. Génial. Bah t'as pas mis 4 heures, t'as mis 30 J'ai secondes mis, pour, voilà. Ouais, je trouve pour y que répondre. pour moi c'est ça, c'est ce qui me parle le plus, c'est l'état d'esprit et le physique en fait, et L'équilibre entre les deux. l'équilibre entre les deux. Ouais, Génial. absolument. Est-ce que t'as des ressources à conseiller, que ce soit des livres, des audios, des podcasts que tu aimes bien écouter et qui te permettent d'avancer dans ta vie Ok, oui, du coup je sais que pour l'anatomie, la physiologie, j'avais beaucoup aimé le livre L'anatomie par le mouvement, qui avait été écrit par une danseuse, donc c'est bien le livre Blanc et Bleu, qui est assez connu, qu'on utilise beaucoup en formation, et celui-là il est très clair vraiment pour comprendre l'anatomie. Plusieurs tomes il me semble. Il y a plusieurs tomes Ouais. aussi, mais vraiment le principal, le numéro 1, il est très très bien. Voilà. Non, sinon, tout ce qui est podcast, pas particulièrement. Moi, j'écoute quand même beaucoup des danseurs, quand même, qui des fois discutent un petit peu. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les stages que je fais, et j'entends... notamment, j'aime beaucoup l'état d'esprit des États-Unis. On est vraiment dans le positif, dans le dépassement de soi. On parle jamais du négatif, vraiment toujours d'être dans le mieux et d'être à l'écoute et de se dépasser, quoi. Voilà. Bon, moi c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup, donc ça m'a vraiment aidé aussi sur l'état d'esprit pour s'améliorer. Voilà. Après, il faut pas hésiter, je pense, à tester des choses. Moi je sais aussi qu'on m'avait conseillé pour le sportif, pour le grand sportif, s'il y en a pour qui ça peut intéresser, pour la récupération physique, j'avais testé des crèmes à base de CBD. Ouais. Voilà. Ça m'a énormément aidé et enlevé des douleurs musculaires, de courbatures, etc. Ouais, mieux vraiment. que la Gaultérie, Arnica et tout ça. Exactement, ouais, complètement. J'ai vraiment vu de la différence. Voilà, donc je suis assez agréablement surprise par ce produit-là, sachant que bon voilà, c'est vraiment des choses qui sont sans THC, etc. Moi je suis un peu une personne anti-drogue, donc je me permettrais pas de prendre ce genre de produit, mais par contre il y a vraiment un effet thérapeutique. Thérapeutique et récupérateur dans les muscles. Et c'est super intéressant, quoi, pour les grands sportifs. Moi j'ai trouvé d'ailleurs j'ai trouvé ces produits pour les grands sportifs. C'était dans un événement de danse à haut niveau. En fait il y avait un stand de produits qui avaient été faits par des athlètes, des rugbyman, des champions du monde. Il y avait aussi des personnes de course automobile. Voilà, ils ont créé en fait cette marque. Donc en fait, il y en a plusieurs, il y en a sur la pharmacie, il y en a. Mais voilà, moi j'ai découvert de cette manière-là et j'ai trouvé que c'était super. Donc je le conseille. L'hydratation, je sais qu'aussi j'avais testé, pour parler un peu des produits au-delà de forcément lire des choses, mais j'avais testé aussi Hydratis, qu'on entend souvent parler, qui est on entend quand même pas mal dans le sport, dans le côté sport, qui permet de donner un peu plus d'hydratation à l'eau, parce qu'aujourd'hui des fois on dit que notre eau elle manque un peu certains minéraux. Oui, c'est des minéraux. C'est des minéraux qu'on rajoute en fait à l'intérieur. Ouais, tout à fait. Donc j'ai testé ça. En poudre, non ? C'est une petite pastille qui est effervescente dans l'eau. J'ai testé ça, j'ai trouvé pas mal, mais surtout l'été. Cet hiver, j'ai pas ressenti le besoin d'en prendre. Voilà, encore une fois, mon corps me dit s'il a besoin ou pas besoin. Excellent. Mais voilà, je sens que l'été, c'est intéressant parce qu'il fait chaud, on transpire plus. Donc, et l'hiver, un peu moins, pour moi en tout cas. Voilà, pour toutes ces choses-là. Et puis, pas hésiter, je pense, à se documenter, à se renseigner, à poser des questions. Je pense qu'on est de discuter en fait entre nous tous. C'est là où après on peut trouver des petites clés, les clés du bonheur, quoi, pour aller mieux. Et puis je pense vraiment, moi je suis vraiment fan pour le coup des podcasts. Bon, c'est aussi pour ça que je les crée. Bien sûr. Mais j'ai vraiment l'impression que les podcasts, on apprend terriblement plein de choses. Mais complètement. Et j'ai envie de dire, je te rejoins totalement, c'est renseignez-vous, informez-vous, et les podcasts, franchement, c'est un média où on apprend vraiment beaucoup de choses, donc il existe des milliers de podcasts vraiment très très intéressants. Tout à fait, et je trouve que ce qui est super dans les podcasts, c'est qu'en fait on va entendre certaines personnalités, certaines personnes, certains métiers ou disciplines, et en fait on s'aperçoit qu'on est juste tous humains, et qu'en fait on a beaucoup de choses qui vont résonner en nous, bien sûr, qui nous parlent, des choses qu'on a déjà connues ou qu'on va connaître, et ça peut faire résonance, et on peut mieux apprendre pour évoluer par rapport à ça, quoi. Donc non, il faut discuter, il faut échanger, il faut écouter, et c'est génial.
Trop bien. Super. Merci beaucoup, Charlotte. Écoute, merci à toi. Merci de m'avoir invitée. Merci Avec de m'avoir plaisir. proposé de parler de tout ça. Je trouve que c'est des sujets tellement intéressants. Donc, j'espère que ça a pu apporter des choses à toutes les personnes qui pourront nous écouter. Donc vraiment merci beaucoup. On te retrouve sur Instagram principalement ? Absolument, je suis sur Instagram. Je suis aussi en train de monter mon studio de danse et de fitness. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ouais. On n'en a pas parlé, mais c'est une grosse activité que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, je suis en train de créer mon studio. Je serai sur Bellegarde, Val-Serone. Il y aura aussi de la pole dance. Voilà, je suis entourée de super personnes professionnelles qui ont un peu le même état d'esprit que moi. C'est pour ça qu'ils vont bosser avec moi. Et je mettrai les 2 liens Instagram, ton compte et celui du coup de ta future école. Avec grand plaisir. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ciao. Salut. Voilà, l'épisode est terminé. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker, à laisser un commentaire et à le partager. Ça me fera très plaisir.